Le Carré Rond, saison 5, épisode 28. Bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux qui se joignent à nous sur Twitch. Merci d'être là. On va déroger un petit peu de notre formule habituelle parce que ce soir, on a l'opportunité d'avoir un invité très spécial. Une légende, en fait, quelqu'un qui a été très actif dans le monde de la lutte à l'époque des territoires. Et je parle ici, bien sûr, de M. Len Kojak Shelley, qui est en bout de ligne avec vous. Bonsoir, M. Shelley. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est très content de vous avoir avec nous autres. Et évidemment, assurément que, parce que je voulais pas dévoiler le punch, je l'ai fait un peu aujourd'hui sur les médias sociaux, mais vous êtes celui qui avait entraîné notre cher Steve à part de ça, là. Ah oui, monsieur. OK, bon, parfait. Je m'en allais vous faire des jokes plates, mais je ferai pas ça. Je m'en allais vous dire, c'est à vous qu'on doit reprocher ça, là. Moi, j'aurais une question à ce sujet-là, M. Shelley, si vous me permettez. Est-ce qu'il était aussi chialeux dans le temps? Steve? Ah, Steve, c'est un bon gars. Bon. Oh, on l'adore, Steve. Ah, il est fin. Non. Je veux faire, j'aimerais ça, puis évidemment que Steve va conduire un petit peu plus l'entrevue parce que vous vous connaissez personnellement, mais moi, là, je veux juste que vous me confirmiez quelque chose. Moi, là, ce que je regarde sur différents sites, puis si c'est pas le cas, on va vous donner la chance de nous corriger là-dessus, mais ce que je vois comme début, en fait, dans le monde de la lutte professionnelle, bon, écoutez, c'est pas, vous en êtes pas à vos premières armes, là. Je vois que, puis écoute, c'est un personnage bien connu de la lutte canadienne, mais est-ce que je fais erreur si je m'avance en disant que votre premier combat aurait été en 1967 contre Sweet Daddy Siki? Est-ce que c'est vrai, ça? Ça se peut bien. Je me rappelle pas exactement la date, mais Okay. C'est dans les années 60. Si je me trompe pas, ça c'est peut-être au Paul Sauvé. Exactement. Puis si je continue dans la même veine, vous allez me voir venir. Et est-ce que si je vous dis que le dernier combat répertorié que vous auriez eu serait le 23 juin 87 à Verdun avec Louis Laurence contre les Headhunters? Ça se peut bien. OK. On est. Là, Steve, il fait des signes de tête, là, vous le voyez pas, là. Moi, je suis pas en train d'affirmer que c'est ça, mais c'est autour de 87, donc que votre carrière, ce serait plus terminé, là. Vas-y, Dans Steve. les années 90, Len il a lutté avec son fils Eric en équipe à la RWR. Oui. Ah, OK. Bon, c'est peut-être pas répertorié dans les répertoires que moi je regarde, peut-être parce que c'était plus local, là, mais bon. Fait que si on parle de fédération, parce que c'était pour la lutte internationale, là, ce à quoi je faisais référence, mais si je vous demande de me parler de vos souvenirs, puis c'est pas grave, là, on s'entend qu'on vous fait remonter loin dans le temps, mais les souvenirs que vous avez de vos débuts à vous, comment ça a commencé, tout ça, à quel endroit avez-vous été entraîné, puis ainsi de suite, est-ce que vous pouvez nous parler de ça? J'ai commencé à Île-Perrot, il y avait un programme de boxe et lutte qui avait commencé, puis j'ai été rejoindre ce groupe-là. OK. Puis, plus que j'ai été pratiquer puis tout, Ouais. on m'a dit que ça va être bon si je peux avancer dans une école professionnelle, que j'ai été à Tony Lanza. OK. Oui. Ça se dit quelque chose. Oui. Puis ça partit de là. OK. Puis ça, c'était à quel endroit aviez-vous eu à vous déplacer? Je présume que oui, à l'époque, là. Dans ce temps-là, j'étais nouveau dans le sport, puis c'était la première chose, c'est Gino Brito qui m'avait initié à Détroit. OK. Le Chic devait être là dans ce temps-là déjà, il devait avoir commencé. Oui. OK. On va en reparler. Le Chic, je le connais pas plus que ça. C'est OK.
c'était dans le temps de Abdullah the Butcher, puis ça, tous ces gars-là. Puis comme j'ai dit, j'ai commencé, ça fait que c'était pas... Ma carrière n'était pas remplie dans ces jours-là. Mais éventuellement, à 68, j'ai décidé que ma carrière n'était pas ici au Québec pour une raison des politiques. OK. Je peux dire la raison, c'était que bien du monde qui aimait mon style de lutte. Puis, j'avançais pas. Ça fait que j'étais dans le bureau de Rougeau. OK. Monsieur Rougeau. Puis, j'ai demandé pourquoi tu me laisses les mains libres. Il dit, premièrement, ton nom, c'est Len Shelley. T'es anglais, puis tu tires pas une scène à porte. J'ai dit, pardon. J'ai dit, ben, je parle français tout, puis anyways, quand j'ai retourné à la maison, j'ai discuté avec ma femme. Le lendemain, j'ai appelé un promoteur, puis il dit, oui, Len Shelley, il dit, t'es à Montréal, toi. J'ai dit, oui. Il dit, je te connais. Il dit, appelle-moi la semaine prochaine, puis il dit, on va l'avoir un booking pour toi tout de suite. Puis c'était quel territoire, ça, vous souvenez-vous? Oui, pour Stuart. Oh, yes! Ben oui, c'est ça, je voyais dans la liste. Donc, parce que là, ça a été vos débuts. Je présume que ce à quoi vous faites allusion aussi, c'était avec Jacques Rougeau père, à l'époque? Oui. OK, quand vous avez eu cette conversation-là, fait qu'après ça, vous êtes allé dans l'Ouest, vous avez travaillé avec la famille Hart, mais je veux juste pour donner, je veux donner un ordre de grandeur aux gens, parce que ici, nous autres, on a déjà fait un peu le descriptif des très nombreux territoires de la NWA qu'il y avait à l'époque, mais tu sais, vous avez travaillé pour Roy Shire à Big Time Wrestling en Californie, donc j'imagine que vous avez croisé Pat Patterson aussi à cette époque-là. À San Francisco, c'est ça. Vous avez travaillé pour Memphis Wrestling aussi. Vous avez travaillé pour Don Owen à Portland. Vous avez travaillé à bien des endroits dans NWA là, au cours de votre carrière de quoi, 25 ans à peu près? C'est correct, 25 ans professionnel, oui. OK. Puis, qu'est-ce que vous pouvez me dire de vos... je vais vous poser une question. Ben, deux affaires. Je veux juste mettre quelque chose au point. Tantôt, on a parlé de Détroit, puis on a parlé du Chic. Je veux juste que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent comprennent qu'on parle pas de l'Iron Sheik. Là. On parle de Ed Farhat, qui avait la gimmick du Chic. Le Ed Farhat duquel on parle, c'est l'oncle de Sabu aussi, que vous avez peut-être connu à la ECW. Moi, j'aimerais ça que vous me parliez, avant qu'on parle d'affaires peut-être plus spécifiques, j'aimerais ça que vous me parliez de vos souvenirs de ce que c'était la business à l'époque. Tu sais, le kayfabe, puis le fait que vous ne pouviez pas vous retrouver avec des babyface et tout ça. Tu sais, comparativement aujourd'hui, où est-ce que le kayfabe n'existe plus, pouvez-vous nous parler de ça un petit peu? Jusqu'où il fallait que vous alliez pour justement pas vous faire, entre guillemets, prendre avec un face dans une auto puis des affaires comme ça? C'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui, là. Non, c'est pas pareil. Dans mon temps, c'était... est-ce qu'on peut dire que c'était plus sérieux qu'il y avait comme un babyface, le bon gars, puis le heel, qui c'était le méchant. Puis moi, j'étais bien religieux dans mon sport. J'étais sérieux au point que j'ai respecté le sport. Ça fait que moi, j'étais comme un loner que moi, c'est pour faire mes bookings. Je vois mes bookings seul dans mon char. Okay. Puis de même, je peux revenir à la maison quand je finis. Pas besoin d'arrêter, prendre un bière nulle part. Puis qu'est-ce que je faisais beaucoup, c'est entre les autres combats, j'ai étudié les autres lutteurs pour voir leur point faible et leur point fort. OK. Ça fait que quand tu vas dans l'arène, tu vas paraître bien,
comme lui, il va faire bien. Ouais, je comprends. On s'entend là-dessus. Là, parce que là, ce que vous dites aussi pour les gens qui nous écoutent, là, parce qu'on en a parlé régulièrement, tu sais, une des choses qui était très courante dans le monde de la lutte, c'était ça. C'était que les gars s'en allaient, prenaient la route, ils allaient faire le shot ou leur combat, ou peu importe, les gars-là auxquels ils étaétaient bookés. Puis là, après ça, ben, on s'en allait de là. Puis il y avait souvent beaucoup de routes à faire pour aller au town suivant. Puis là, ben, les gars arrêtaient, ils s'organisaient pour avoir une petite bière et toute la kit, puis ils se cotisaient, ils se mettaient 3-4 dans un véhicule, puis là, ils s'en allaient à la prochaine ville. Vous, ce que vous dites, c'est que vous étiez plus un lone wolf. Là. Vous faisiez vos affaires, puis vous preniez ça au sérieux. C'était pas nécessairement là, party time à tout bout de champ. Là. Ben, la plupart du temps. Quand, au Québec, ici, j'étais avec peut-être 2, 3, 4 dans le même auto, mais quand moi, j'étais parti sur la route ailleurs, comme à Portland, ou à San Francisco, ou Louisiana, toutes ces places-là, mon intérêt, c'est de finir mon soirée, puis le lendemain, c'est au gymnase, puis du soleil à la piscine, puis il faut que tu parais bien quand tu passes à la TV. Voilà. Que tu l'air d'un lutteur, pas oh ouais, faut que les gens qui vous voyaient passer quelque part savaient que you mean business, là. Oui. C'est ça, là, exactement. Puis ça, ben, c'est une des affaires que nous autres, on reproche. Je pense que je me fais le porte-parole de mes collègues. Que, tu sais, ça fait partie des choses qui ont énormément changé. Je continue de vous poser des questions parce que moi, je pourrais vous en poser pendant 3-4 heures. Là. Est-ce que ça veut dire, quand vous avez eu votre passage à Memphis, ça veut dire que c'était encore Nick Goulis qui était là, n'est-ce pas? Nick Goulis, il y avait un compétiteur. Oh oui, absolument. Ben là, c'est Jarrett, puis... non. Là, vous parlez des pas faux, là. Non, pas faux, c'était Jerry Lawler, je pense. Bon, OK. OK. Je vais essayer de vous remémorer ça. Donc, il y avait Nick Goulis qui était là. Jeff Jarrett avait commencé à travailler avec lui, à co-promouvoir le territoire. Puis c'était avant le chicane. Oui. Moi, j'étais arrivé là quand Nick Goulis, il était... Okay. Il était plus dans le portrait, je pense. OK, il était parti. Fait qu'il y avait eu le split, puis là, ben, il y avait Jarrett Lawler, puis il y avait Nick Goulis qui a compétitionné avec eux autres pendant un bout de temps, mais à un moment donné, il n'a pas eu le choix de fermer ses pas. C'est à peu près comme ça, j'imagine. Okay. Oui, puis après ça, il y a eu la fameuse feud avec les pas faux qui venaient faire de la promotion au Tennessee quand même. Puis là, ben, à un moment donné, est arrivée la fameuse feud quand ils lui ont fait fermer le porte. Il y a eu la fameuse feud Lawler Macho Man. Mais je pense que vous avez déjà travaillé avec Randy Savage, n'est-ce pas? Plusieurs fois, oui. C'était comment travailler avec lui? C'était idéal. C'est un gars bien sérieux. Il connaît son sport. Puis moi, je peux lutter avec un gars comme lui tous les soirs. OK. Est-ce qu'il était, parce qu'on l'a connu plus tard, là, un petit peu avec sa feud avec Steamboat à Mania 3 puis tout ça, est-ce qu'il était freak dans sa préparation, même à cette époque-là, quand vous discutiez du match, mettons dans le locker? Freak, j'ai jamais connu. Freak, je me suis mal exprimé. Je veux dire, il était vraiment très méticuleux. Tu sais, on l'a connu plus tard à même, écrire move par move comment un combat se déroulerait. C'était-tu comme ça ou vous le colliez plus dans le ring à l'époque? S'il était comme ça, c'est parce qu'il était bien sérieux dans son affaire aussi. Okay. Puis moi aussi, j'étais bien sérieux. Puis moi, je peux aller dans l'arène puis fait, comme on dit, un high spot de 16, 20 moves, un après l'autre, sans arrêter. OK. Il y a d'autres qu'il y a de la misère de faire 3-4. Ça fait que... Ouais, c'est ça. Mais déjà à cette époque-là, Savage, de toute façon, il était reconnu comme un excellent worker. Je pense que JC a une question pour vous, M. Shelley. Oui. En fait, M. Shelley, si vous me permettez, c'est une question qui vient de nos auditeurs dans le chat. Qui s'appelle Ghislain Comtois. En fait, lui, il aimerait savoir si un worker de votre expérience s'intéresse encore à la lutte d'aujourd'hui.
Je ne regarde pas trop souvent. De temps en temps, accidentellement, que le poste arrive, que je vérifie s'il y a quelqu'un que je connais, quelque chose de même, mais je peux pas. Il y a une grosse différence de la lutte aujourd'hui comparativement dans mon temps. Puis aujourd'hui, j'appelle pas ça la lutte. OK. Puis, appelleriez-vous ça plus que le nom qu'ils ont donné, c'est-à-dire Sports Entertainment, ou même pas ça? Exactement. OK. OK. Moi, j'ai une question. Vas-y, Steve, je vais en poser après. Mais là, Len, tu parlais des territoires, tout ça. T'as été parti combien de temps du Québec environ? Ben, quand j'ai commencé de prendre la route, c'était 25 ans. Mais je vais y aller des territoires, disons, comme Oklahoma ou Salt Lake City. Ces territoires-là, j'y vais peut-être 6 mois, 9 mois, puis je reviens à la maison. Ou à Portland, Oregon, je vais 6 mois, 1 an, puis je retourne dans 1 an ou 2. Je reviens à Québec, mais à Québec, il n'y avait pas grand-chose pour moi. Ça fait que j'ai pas resté ici bien longtemps. OK. Hey, ça veut dire, si vous avez travaillé en Oklahoma, était-ce l'époque de Bill Watts ou si c'était encore... Cowboy Bill Watts. OK, parfait. Fait que quand vous parliez de la Louisiane aussi, vous avez été booké là, c'est probablement parce que vous aviez travaillé en Oklahoma, j'imagine? Oui. OK. Exact. OK. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Si vous avez travaillé à l'époque à Memphis, avez-vous travaillé ou connu Don Fargo? Don Fargo, les cheveux blonds. Oui, exact. Oui. Qui était le... En fait, Jerry Lawler a été le successeur de Don Fargo, mais Don Fargo était over, ça avait aucun espèce de sens à Memphis. Est-ce que aviez-vous eu la chance de le rencontrer ou même de travailler avec lui? Don Fargo, je me rappelle pas exactement, mais... Il était à la fin, là. Il faisait, je veux dire, ses présences, c'était pas à tous les semaines, là. C'était pas, il ramenait quand il y avait des gros programmes, là. Comme un fill-in. Ouais, ou, tu sais, pour faire un bon drap à la gate, là, tu sais, il ressortait Don Fargo parce qu'il avait pris Jerry Lawler sur son aile un petit peu. Puis tout ça, après que Jerry Lawler soit revenu, il avait lutté en Alabama, entre autres, avant que Goulis commence à le booker à Memphis. Mais c'est parce que c'est un personnage absolument légendaire. L'autre question, quand vous étiez à San Francisco avec Shire, avez-vous travaillé avec Pat Patterson un peu? Oui. OK, parce que ça a l'air que c'était effrayant, le heat là-bas, là. Lui, c'était un très bon lutteur. Puis lui, c'était dans le temps de Ray Stevens. Yes. J'ai travaillé avec lui aussi. Puis, wow. Oui, c'était très bon combat. Oh, et puis Ray Stevens, c'est juste dommage que la lutte ait tellement changé. Puis écoute, les années, là, on ne contrôle pas ça. Mais tu sais, si les gens, je m'adresse à tous les gens qui nous écoutent puis qui nous écoutent vous parler, si vous avez la chance d'aller voir, que ce soit à la AWA quand il était avec Pat Patterson ou à San Francisco ou peu importe où il est passé, si vous avez la chance, ça a été le premier crippler en passant. Il y a eu un crippler avant Chris Benoit, c'était Crippler Ray Stevens. Allez voir ce gars-là travailler, c'était absolument extraordinaire. Autre question, avez-vous passé par le Texas un peu? Avez-vous eu cette chance-là, les Funk ou peut-être les Von Erich? Ou, Oui, mais les autres, ils montent plus vers Tennessee. OK. Ou même les Fowler, peut-être, là, qui étaient très Continental Wrestling, entre autres, hein, qui toujours des coulants des différents changements qu'il y avait eu dans le territoire. Vous avez passé partout, finalement. Là. Je pourrais presque tous vous les nommer, vous allez me dire que vous avez travaillé là. Oui. J'ai fait tellement de territoire. Je peux dire les vingtaines.
Ouais, c'est ça. Puis à cette époque-là, il faut que les gens comprennent aussi que c'était complètement différent dans le sens où, tu sais, quelqu'un, les bookers, ou peu importe, ou le lutteur, le worker lui-même, tu sais, je vais utiliser un terme en anglais, mais tu sais, lorsqu'ils sentaient que leur heat ou peu importe stallait ou tu sais, qu'ils étaient arrivés au bout de quelque chose, ben il appelait un autre booker, puis il partait, puis il allait travailler dans un autre territoire. Là. C'était pas plus compliqué que ça. C'est pas comme aujourd'hui où il y a un oligopole, tu sais, il y a 4-5 territoires, puis le reste, on appelle ça les indépendants, mais tu sais, il y a comme une hiérarchie, là. À cette époque-là, c'était pas comme ça, là. Tu peux très bien gagner ta vie à plein de places. Oui. Au Canada, vous êtes-vous promené, vous avez fait Stampede, on en a parlé, vous avez fait Vancouver aussi, vous avez dû travailler avec les Dupré aussi? Lui, c'est Vancouver, si je me trompe pas, c'était Roy Shires. Oui, il y a eu lui. Après, ça a été Tomko, je pense, là, qui a ramassé ça de. Tomko, c'était Winnipeg. Ah, OK. Bon, mon erreur. Non, peut-être tu as raison, mais de qu'est-ce que moi, je me rappelle, c'est... OK. Ben, je pense qu'il s'est ramassé avec le territoire de Vancouver, mais peut-être pas à votre époque. Mais je suis pas mal sûr qu'il l'a déjà été. Mais il y avait les Dupré, il y avait les Tonys à Toronto. J'imagine que vous êtes passé par là aussi. Moins dans ce coin-là. Okay. Ontario, c'est comme Sudbury, puis North Bay. Puis, OK, ouais. Tout ça. Mais moi, c'était plutôt... Ben, j'ai fait Canada de... Coast to coast. Coast to coast, puis même chose avec aux États-Unis. J'ai couvert pas mal, puis au Japon... J'étais au Japon 3 ans. Ouais, je vous emmenais là aussi. Vous avez travaillé avec Giant Baba, entre autres. Vous étiez à All Japan quand vous y alliez, c'est ça? Oui, monsieur. Oui. Puis c'était comment travailler là-bas? Ça devait être excessivement différent? C'est bien différent parce que les personnes qui payent leur pièce pour regarder un show, les fans, c'est complètement différent qu'ici. OK. Ils respectent puis apprécient tous les sports. Fait que c'était un peu plus, c'était un petit peu plus, vous aviez le sentiment d'être devant plus des spectateurs avertis, si je comprends bien. Qui connaissaient ça, là, qui savaient, respectueux. Oui, je t'ai vu, Steve, ça sera pas long. Oui. OK. Steve a une question pour vous, puis on va en avoir quelques autres des gens qui nous écoutent. Okay. Là, je me rappelle, Len, tu m'avais conté au Japon, là, un lutteur qui était masqué, même quand il allait au restaurant, il gardait son masque, puis il était kayfabe tout le temps, là. Bon, ben, là, qu'est-ce que tu parles? C'est moi, quand j'étais au Japon, une fois, j'étais masqué. OK. Et toute l'histoire était faite quand je débarque l'avion, j'avais le masque. Puis quand je vais à mon hôtel, par le taxi, tout partout, c'était avec le masque. Puis au restaurant, avec le masque, le seul temps que j'avais le droit de ôter le masque, c'est dans ma chambre. OK. À l'hôtel. Ça donne une bonne idée à quel point c'était sérieux. J'ai quelques autres questions. Ben, j'ai des questions que les gens nous ont posées que je trouve pertinentes. Est-ce que vous avez eu beaucoup de blessures dans le passé? Est-ce que c'est quelque chose qui a miné un peu votre carrière ou ça s'est bien passé? Ben, moi, dans ma carrière, j'étais, on peut dire, chanceux ou c'est parce que j'ai pris du soin de moi-même. OK. J'étais pas... comme j'ai dit, j'ai jamais bu, je bois pas, j'ai pas de drogue, bien sérieux, je vais au gym puis tout ça, puis des blessures, pas tellement, il y en avait un couple que, mais aujourd'hui, je le paye pas parce que comme là, la hanche gauche, il est changé 2 fois. OK. Le genou gauche, j'ai changé, supposé de faire l'autre, puis... ouais, c'était le prix à payer pour le métier que vous avez choisi, dans le fond. Là. C'est ça les vraies affaires. Là. C'est ça, oui. Une autre question.
Il y a eu un gros accident d'auto aussi à un moment donné, là. Oui, à Nouvelle-Écosse. Ça, c'est quand j'étais en chemin vers Halifax, puis à Truro, Nova Scotia, c'est là que c'est arrivé. Puis j'étais booké pour Émile Dupré. Oui. Et lui qui était promoteur, puis j'étais booké contre Randy Savage. Puis c'est là que j'ai eu un accident, puis frappé par un camion 18 roues par en arrière, puis finalement j'ai été à l'hôpital. J'ai été 20 mois sans lutter, puis... ah oui, hein, quand même. Oui. Ça fait que c'était presque le commencement de la fin de ma carrière. Parce que après 20 mois, j'ai essayé de le faire, puis 3 mois après, il faut que je prenne une autre année. Ça battait. Puis... mais pour vous, faire ça, j'imagine, là, puis je veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais tu sais, c'est souvent ce qu'on entend de la très grande majorité des workers. Oui, il y avait l'argent, puis c'était votre façon de gagner votre vie, mais il fallait être passionné de ça pour faire ça dans la vie, là. Passionné ou un peu de fou, un petit peu fou. Ouais, mais en même temps, je veux dire, c'est pas n'importe qui non plus qui peut devenir lutteur professionnel, on va se le dire, là, tu sais, ça prend, c'est une certaine catégorie de gens qui peuvent faire ça, on va se le dire, là. Oui. Prenez le crédit, là, parce que c'était pas une vie très standard, là, tu sais, toujours être en transit, puis, tu sais, toujours travailler physiquement. Oui, j'ai tombé sur ça, on peut dire accidentellement, parce que j'ai joué au football, puis dans ce temps-là, j'ai reçu une lettre d'invitation de les Alouettes. OK. Puis mes parents, ils signeraient pas. Ça fait que... Ça vous prenait la permission de vos parents, là, c'est... Oui, dans OK. ce temps-là. Oui. Ouais. Puis moi ma rêve, c'était être un athlète professionnel, mais quel sport, je sais pas. Mais j'étais... Le bon Dieu, il m'a donné le talent dans presque tous les sports. Ça fait que quand j'étais à l'école, il y avait 50 élèves, puis je suis le seul qui a sorti gagnant. OK, je comprends. C'était ça ma question. C'était une autre question que j'avais. C'était ça, tu sais, vous étiez déjà un athlète, tu sais, vous faisiez déjà du sport, puis tout ça, Oui. là. Oui. J'en ai fait tous les sports, oui. OK. Puis là, j'ai une autre question, moi, qui me chatouille un peu. Si j'avais à vous demander, c'est avec qui que vous avez eu le plus de plaisir, fait plus d'argent, apprécié plus, travaillé, là, dans toutes vos années, dans tous les territoires, là. S'il y en avait un, êtes-vous capable de m'en nommer un que si vous gardez d'excellents souvenirs puis qui a été important dans votre carrière? Un lutteur. Ouais, ben, il pouvait me dire plus qu'un, là, mais tu sais, si je vous demande, c'est lequel le premier qui vous vient en tête? Ben, écoute, il y a tellement comme Randy Savage, Hulk Hogan, André le Giant, j'en ai fait, mais je pense que le Great Inoki au Japon, dans un cage, Wow. ça c'est une de mes mémoires. Tu sais, juste pour les gens, là, la majorité des gens qui nous écoutent, ils savent c'est qui, Antonio Inoki, là, mais tu sais, juste pour vous mettre ça en perspective, tu sais, c'était le Hogan du Japon quand Hogan était à son top ici, là. Tu sais, Antonio Inoki, là, c'était... c'est le fondateur de New Japan Pro Wrestling, puis c'était une légende au Japon, là. Tu sais, on parle là, des paquets de journalistes qui couraient après, tout ça. Il est devenu homme politique plus tard, il a fait toutes sortes d'affaires, là. Mais c'est très normal que ça vous revienne à l'esprit. Puis si j'avais à vous demander, ça c'est une question d'un abonné, si j'avais à vous demander un territoire dont vous vous souvenez beaucoup, que vous avez apprécié travailler, est-ce qu'il y en a un qui ressort plus un peu? Moi, j'ai bien aimé San Francisco. OK. Le Cow Palace. Le Cow Palace, exactement, oui. Puis, comme, même si quand j'y vais, je bookais à Las Vegas, je prends l'avion, je vais à Las Vegas, je fais mon combat,
je reviens dans mon appartement minuit le soir. Puis, Ouais, c'est ça que les gens, faut qu'ils comprennent aussi. Tu sais, il y avait des territoires qui étaient tellement grands que si tu faisais 700-800 km entre chaque ville à tous les jours. Là. Tu sais, des territoires comme le Texas, la Louisiane, c'était pas si pire, mais il y avait des territoires où c'était gigantesque, puis puis les gars travaillaient tous les soirs. Là. Ben, il y en a, mais quand j'étais en Louisiane, j'ai resté à Bâton Rouge. Puis, si je me trompe pas, toutes les villes qui étaient bookées, c'était assez proche que je reviens chaque soir. OK. Avez-vous connu les belles années de Junkyard Dog quand vous étiez en Louisiane? Non. OK. C'était juste avant qu'il y ait à WWE, en fait. C'est le lutteur le plus over qu'il y avait dans le territoire à l'époque. Là. Mais Martin, je sais que Len, il me comptait quand on s'entraînait, là, tous ces kilomètres-là, là, il se faisait en Cadillac, là, hein? Oh, le fameux Lincoln Town Car aussi, qui était bien populaire. Yes, Steve, c'était le Lincoln ou le Cadillac. Avez-vous eu T'en as eu combien? T'en as eu combien, Len, des Cadillacs? Oh boy. J'en avais un couple, mais Ben là, les gars, là, justement, là, pour conclure, parce que vous nous avez donné beaucoup de temps, merci beaucoup, M. Shelley, mais parlons un peu, là, on va te laisser la parole un peu, Steve, parce que moi, j'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu, tandis qu'il est là, bien sûr, tu sais, tes débuts, puis tout ça, puis quand M. Shelley t'a entraîné, comment ça a commencé, tout ça, là? On sait ton histoire du Yellow, là, ça, c'est correct, mais, tu sais, dans le contexte de M. Shelley, là, peux-tu nous en parler un petit peu? C'est Steve qui parle? Ah, ben vas-y, ouais, Steve. Là, non. Non, c'est correct. Vas-y, Steve, go. C'est... moi, je me rappelle que Eric Shelley, qui est le fils de M. Shelley, était sur le point d'avoir un try-out avec la WCW ou la WWF. Il avait besoin d'une place pour s'entraîner. Puis, il connaissait le propriétaire du centre de karaté où on s'entraînait. Puis c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Len. Je me rappelle encore aujourd'hui, j'ai 45 ans, Martin. J'avais 17 ans à cette époque-là. Je me rappelle encore qu'il monte les marches. Puis à quel point que j'étais impressionné, parce que Len, il y a 25 ans, il avait 65 ans, 65 ans. Puis il y avait encore le chest, là, un chest d'athlète, là. Puis tu regardes Len Shelley aujourd'hui, là, je l'ai vu il y a un an à peu près. C'est encore un monsieur qui est très en forme, là. Aujourd'hui, Steve? Aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce que tu es sérieux, là? Là, aujourd'hui, je ne sais pas, Len. Hey, je suis plus jeune, là. Non, je ne suis pas en forme comme avant, mais j'ai engraissé un petit peu, mais la dernière fois que je pense que ça fait plusieurs années, peut-être 5 ans, on a entraîné dans le gym à Valleyfield. Oui. Tu étais venu entraîner mon gars. C'est ça. Oui. Je regarde dans les informations que j'ai trouvées, M. Shelley, je vous pose la question, c'est ça qui est décrit, mais ça n'a peut-être pas toujours été ça. C'était quoi votre finisher? C'était quoi votre move signature? Ma meilleure move, c'était la savate. OK. Ce qu'on appellerait un dropkick? Oui. OK, parfait. Puis, il y a différentes bases de données sur les workers qui parlent aussi de pile driver. Vous l'avez utilisé longtemps? Le pile driver, moi, jamais. Jamais? Bon, ben on va lui dire qu'ils sont dans le champ. Excellent. Merci d'avoir rectifié ça. Puis là, j'aimerais ça. On a partagé le lien, M. Shelley, parce que je ne sais pas si vous êtes encore actif. Je veux pas vous mettre on the spot, comme on dit. Mais là, après votre carrière de lutteur, vous êtes devenu artiste. Est-ce que je me trompe? Artiste, oui, monsieur. Bon. Steve t'a parlé, hein? Non, ben, je suis capable de faire mes recherches comme un grand, mais parlez-moi donc de ça. Vous faites des toiles avec la thématique des animaux, c'est ça? Oui, je peins des animaux de tout ça. OK, puis si vous êtes toujours actif, là, vous faites toujours ça, là? Oh, définitif, oui. Quand quelqu'un veut leur animal favori, comme un chien ou chat ou whatever, je le peins, puis
non, Ben, je suis en train de. Là, ce que je suis en train de faire, tous les gens qui nous écoutent présentement, qui nous regardent plutôt, je viens de leur donner le lien vers votre page Facebook s'ils veulent aller voir votre travail. Puis j'imagine que s'il y en a qui voudraient réquisitionner vos services, il y aurait toutes les informations là, j'imagine. Supposé, oui. Bon, ben parfait. Excellent. Monsieur Shelley, on ne veut pas prendre plus de votre temps. Surtout vous dire un énorme merci. Vous faites partie des gens que peut-être moins de fans de lutte québécoise connaissent. En tout cas, pour ma part, je l'avoue, je vous le dis, là, c'était un peu le cas. J'ai toujours su que c'était vous qui avez entraîné mon chum Steve et tout ça. Puis en faisant mes recherches, ben moi, je vous considère comme une légende au même titre que tous les autres à qui on a eu la chance de parler puis qu'on parlera peut-être. Puis je veux surtout vous souhaiter bien de la santé puis vous dire un gros merci de vous être joints à nous. Puis je suis sûr que mes chums JC et Steve vont avoir un message pour vous aussi. Ça me fait plaisir de le faire. Ben, merci beaucoup. Je suis en retraite, ça fait que si tu as un autre 20 minutes, je suis correct. Bon, ben parfait. On va vous prendre nos mots parce que moi, je vais vouloir que vous me parliez peut-être d'Andre the Giant ou d'autres workers avec qui vous avez travaillé plus spécifiquement. Ben, on se reprendra. On sait où vous trouvez à cette heure. Oui, c'est ça. Vas-y, JC. En ce qui me concerne, M. Shelley, ça a été vraiment un privilège de faire votre connaissance ce soir. Ça a été un plaisir de vous entendre avec vos histoires. Puis on a vraiment hâte de continuer à vous jaser éventuellement dans un autre épisode du Coréron. Puis moi, je vais être en contact avec Steve anyways. Bon, ben, parfait. On va s'arranger pour que vous puissiez voir l'émission aussi, là. Oui, parfait. Ben, hey, moi, Len, je vais finir simplement en disant merci, mais surtout en disant que je vais t'appeler demain matin pour te remercier. OK. C'est gentil. On va discuter de certaines affaires demain matin. Parfait. Merci, Len. OK. Merci beaucoup. Portez-vous bien, puis on se reparle. Nous autres, chers amis, on va faire une très courte pause, puis on vous revient tout de suite après ceci.